Pourquoi tu ne seras pas là samedi? Alors, je ne serai pas là samedi à cause de l'inconscient. Parce que j'ai fait un acte manqué et que je me suis engagé à deux choses pour le même jour. À Nice, sur l'autisme, ça me passionne. Et là, ça me passionnait aussi. Donc j'ai dit oui. Et puis je me suis aperçu que c'était le même jour. Et comme je n'ai pas le nom d'ubiquité, eh ben voilà, j'ai donné la préférence à Nice parce que Nice, je m'étais engagé plus tôt. Bon, Voilà. ben C'est écoute, à cause de on le l'inconscient. regrette, mais on est très content de pouvoir justement faire ce petit entretien tous les deux pour présenter le thème de l'année, hein, et la conférence que tu ne feras pas, mais que je vais essayer de faire à ta place, ou plutôt à ta place, que je vais essayer de faire, et que voilà, sur la question, des formes contemporaines des délires. Voilà. Alors moi, je trouve que c'est un thème passionnant. Je suis allé voir quelques références de Miller là-dessus, donc je les donne aussi pour les participants. L'intervention que Jacquin avait fait au congrès de Buenos Aires en 2012 pour présenter le congrès suivant. Et puis un de ses derniers cours de l'année 2008, où avec toi d'ailleurs, il revient sur cette question du tout le monde est fou, tout le monde délire, en étudiant presque ligne à ligne le petit texte que Lacan avait écrit en 1978, dont il signale d'ailleurs qu'il est postérieur au moment de conclure, si je ne me trompe pas, et donc c'est vraiment on va dire la fleur du tout dernier Lacan. Donc on se trouve avec ce thème forme contemporaine du délire, je pense que tu seras d'accord avec moi, on se trouve vraiment au carrefour de tout l'enseignement de Lacan, mais situé à partir d'un énoncé qui nous vient spontanément à l'esprit, qui n'est pas dans le titre de notre année, tout le monde délire, mais qui quand même nous oriente pour approcher de façon contemporaine le délire. Alors, peut-être on peut prendre au début un peu de temps pour pour développer ce qu'on entend par contemporaine. Là, je te passe la parole. Oui, les formes contemporaines, c'est-à-dire effectivement, on entend très souvent aujourd'hui parler des religions, des extrémismes, des radicalisés, etc., comme des délirants. On entend parler des hommes politiques extrémistes comme des délirants. J'apporte un petit point de vue clinique. Oui. J'ai eu à entendre dans mon travail analytique une maman dont le fils s'est radicalisé après un déclenchement classique de psychose et qui a été traité à Sainte-Anne. Et pendant qu'il était hospitalisé à Sainte-Anne, il y avait quand même 3 ou 4 autres sujets psychotiques qui étaient dans cette orientation, on va dire contemporaine, religieuse, d'une vision du monde à partir d'une religion consacrée, si je puis dire, une des religions dominantes du monde. Voilà. Donc si on ne peut pas dire que tous les religieux, extrémistes fussent-ils, tous les politiques, extrémistes fussent-ils, délirent au sens de la psychiatrie, pour autant, il est clair aussi qu'effectivement, on retrouve une sorte de contagion par le discours, dont sont friands un certain nombre de sujets psychotiques. Il faut bien dire. Il faut bien dire que la contagion n'est pas qu'hystérique. Dans ce cas-là, pas seulement. Surtout, il y en a aussi. Hein. Voilà. Il y a aussi une contagion hystérique. Il y a une contagion hystérique, mais dans ces cas de ce qui est un appel à la violence, à l'extrémisme, à l'idéalisme, etc., souvent les psychotistes se laissent... L'identification religieuse, quand elle se situe dans l'hystérie, c'est une identification revendicative. Alors que en tout cas ce cas auquel j'ai pas eu un accès direct, mais où j'ai eu quand même un accès pas loin de direct, genre de Freud écoutant le parent de Tyrance, il n'y a absolument pas de dimension de revendication. Il y a une dimension d'affirmation, de certitude, de choix.
mais il n'y a pas de dimension de revendication, alors que dans l'hystérie, il y a une revendication identitaire, une revendication d'être, qu'il n'y a pas... Alors ça nous introduit peut-être déjà à un point qui va être intéressant cette année, à savoir que quand on parle des formes contemporaines, on va y revenir, des délires, au pluriel. On envisage donc une clinique différentielle du délire selon qu'on se trouve dans le cas de la névrose, de la psychose ou de la perversion. Voilà. Qui d'une certaine manière abandonne, on peut dire, les catégories qui étaient celles de la psychiatrie, qui pourtant ont été florissantes et pour lesquelles nous avons la plus grande admiration, mais qui pourtant sont plus efficaces aujourd'hui. Non. Alors pourquoi elles sont peut-être plus efficaces? Justement, je trouvais que dans le texte de l'intervention de Miller à Buenos Aires, il y avait un raccourci saisissant pour définir de manière certes, disons, rapide, parce qu'il avait un temps limité, mais ce que c'est que la contemporanité, le XXIe siècle. Et finalement, il le définissait de la façon suivante. D'abord, il rappelait le signifiant malaise dans la civilisation, auquel Lacan substitue le signifiant d'impasse dans la civilisation. Ça vaudrait quand même le coup d'être travaillé aussi, ce glissement du malaise à l'impasse, et de définir ce que c'est que l'impasse. Et puis, d'autre part, il le définissait comme une restructuration du discours du maître par la conjonction des sciences dans l'abord du réel et du capitalisme comme mode de production, donc infrastructure du lien social. Donc ça, il en déduisait que ce que tout le monde redit, que le nom du père s'était fissuré, et que chez Lacan lui-même, cette catégorie qu'il a promue pendant de nombreuses années, même pas seulement promue, qu'il a inventée et développée, il en venait à la fin, dans son tout dernier enseignement, à le qualifier ce nom du père de symptôme, c'est-à-dire comme d'une suppléance à un trou. Donc on pourrait peut-être envisager de considérer d'abord que le nom du père est pas moins délirant qu'un autre délire, ce qui suppose qu'on définisse quand même le délire, et d'autre part d'envisager une définition du délire qui serait une certaine forme de suppléance à un trou dans l'autre symbolique par lequel s'entrevoit un réel. Alors c'est très important effectivement de parler de cette question du nom du père, parce qu'effectivement c'était la croyance fondamentale qui était la clé de voûte des catégories freudiennes. Des catégories freudiennes, et c'était la clé de voûte de tout, on va dire, de tout le fonctionnement de discours, du lien social, du discours du maître, voilà, jusqu'à la fin du XXe siècle. Et d'ailleurs, jusqu'aux années, on va dire, 60-70. Voilà. Et donc c'est pour ça, on peut dire que les catégories de la psychiatrie se soutenaient, enfin se concevaient à partir de cette orientation-là. Absolument. C'est-à-dire d'ailleurs, il faut se souvenir que Lacan, dans les années 30, avant le stade du miroir et avant les complexes familiaux, a fait un texte incroyable sur les formes de la paranoïa, où il essaye d'embrasser tous les délires qu'avait produit le psychiatre pour les réorganiser, pour faire la grande catégorisation qui avait manqué à tous les psychiatres précédents. Voilà. Mais d'une certaine manière, c'est un point qui ne pourra pas dépasser de ce point de vue-là. Et progressivement, on verra finalement Lacan, à partir des complexes familiaux, plutôt, même s'il met en valeur ce nom du père, s'il va le sortir pour le mettre en valeur chez Schreber et chez Freud, en même temps, après, d'une certaine manière, le détricoter au fur et à mesure de l'évolution de la clinique. Absolument. Alors, évidemment, comment dire, le délire, classiquement, ça s'oppose au savoir, et ça s'oppose aussi à la connaissance. C'est pas si sûr que ça, finalement.
Et on s'aperçoit que finalement, il y a un mode de connaissance qui peut être tout à fait délirant et fonctionner. Donc, cette opposition entre la vérité et le délire est une opposition qui se révèle plus du tout pertinente, plus du tout fonctionnante. Et finalement, de la même manière, on peut dire que l'opposition entre le délire et la réalité n'est plus du tout fonctionnante non plus. Voilà. Elle l'est d'autant plus que ce qui soutenait justement l'ordre symbolique, c'était quand même, ce que Miller rappelle, une définition du réel qui consistait à en faire l'équivalent de la nature et donc de réintroduire un ordre naturel. Et il a cette formule que je trouve assez formidable qui consiste à dire que la nature était l'autre de l'autre qui garantissait l'ordre symbolique pendant très longtemps. Et naturellement, ça avait ses conséquences sur la famille, sur le statut du sujet, rien sans la famille, etc. Et ça se déployait dans les institutions humaines, ça se déployait dans la société, ça se déployait partout. C'est plus le cas. C'est plus le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus une définition du réel en termes de nature, mais qu'on a une définition du réel à partir de la science, qui n'est pas la définition psychanalytique du réel, eh bien, ça vole en éclats. Et qu'est-ce qui vole en éclats? Surtout le fondement même, si je puis dire, de cet ordre naturel, qui est l'idée qu'il n'y a de rapport sexuel qu'entre un homme et une femme. Voilà. Parce que c'est ça qui fonde l'ordre familial. Et on voit bien aujourd'hui, avec les progrès de la science, que dans le discours du maître actuel, une des choses qui a volé le plus vite en éclats, c'est précisément la structure de la famille organisée autour de la différence sexuelle. Et qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de familles qui ne sont pas du tout construites autour de ça. Et ce qui est vrai pour l'ordre familial est vrai pour à peu près tout et n'importe quoi. Donc on peut peut-être envisager de considérer que ce qui véritablement jusqu'à présent fonctionnait, c'était qu'il y avait une corrélation entre le nom du père et le sens. C'est ça. C'est-à-dire que la clé de voûte du sens était paternelle. Voilà. D'où une conception d'ailleurs du délire qui est une conception réfutée par Lacan de nombreuses reprises, qui fait du délire une erreur de jugement. Voilà. Hein, c'est une conception qui est vaine. Je veux dire d'ailleurs tout jugement est une erreur de jugement. Tout jugement est une erreur de jugement, et qui aura interrogé suffisamment un sujet psychotique saura qu'effectivement reconnaître chez lui l'erreur de jugement ou la lui faire admettre est une opération totalement vaine et fausse. Et fausse. Hein, est une conception fausse de la chose. Parce que finalement, qu'avaient les psychiatres à opposer au délire comme erreur de jugement? Leur propre jugement. Voilà. C'est-à-dire leur vérité. Voilà. Et d'ailleurs, la même chose aujourd'hui pour ce qui serait de la psychologie cognitive, etc. C'est-à-dire alors finalement, est-ce qu'on peut dire, parce que t'en penses, mais est-ce qu'on peut dire qu'un délire, on peut le définir d'abord comme une conception du monde? Une conception du monde, une représentation du monde, donc un sens. Oui, au moins partiellement. Parce qu'en général, tous les délires ne concernent pas tous les rapports du sujet au monde. Ça peut être partiel. Hein. Ça peut être partiel, mais ça donne quand même... ça assoit le sujet dans un point de savoir dont il ne doute pas. Absolument. Telle patiente me raconte effectivement les intrusions dont elle est l'objet depuis toujours, intrusion dans son corps, intrusion par tous les orifices de son corps, et même quand il n'y a pas d'orifice, par la peau, etc. C'est son voisin, dit-elle, son voisin qu'elle n'identifie pas. Voilà, ça c'est le point intangible. Mais ça organise quand même Mais ça organise son monde, au point que
Elle m'expliquait récemment qu'il y avait des travaux dans son immeuble et que c'était comme une intrusion dans son monde. Voilà. Mais c'est pas tout à fait l'intrusion, c'est pas la même chose. Elle ne le confond pas avec effectivement le point de certitude. L'équivalent, alors ça aussi, Jacques-Alain Miller propose de penser les choses comme ça. Le phénomène de perplexité ou le phénomène de certitude comme le S1, l'équivalent du S1, et puis le délire comme le S2. Voilà. Très bien, c'est très opérationnel. Et c'est d'autant plus opérationnel qu'à mon avis, c'est structurellement vrai, cette analogie entre phénomène de perplexité ou de certitude d'un côté et puis délire, que finalement, c'est comme ça que fonctionne la chaîne signifiante. Oui. Quand Lacan dit qu'il n'y a que des S1 et que le S2 n'est S2 que dans la mesure où par ailleurs on ajoute ce troisième élément qui est la métaphore, c'est-à-dire la substitution de S2 à S1, on voit bien que la métaphore est un principe délirant en elle-même. Alors ça, on peut dire que c'est vrai pour les délires paranoïaques, on peut dire, ou de forme paranoïaque. D'ailleurs, Lacan lui-même avait défini la connaissance comme paranoïaque. Donc effectivement, je crois que ça, c'est un point qu'on peut... C'est un peu différent quand il s'agit de la schizophrénie. Cette corrélation du S1 et du S2 qui ne vaut chez le délirant finalement que dans la mesure où le S1 est fait de la perplexité, S1 de perplexité. Parce qu'autrement, si c'est un S1, c'est plus du délire. On tombe dans la catégorie, on retombe dans la problématique qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est celle du fantasme plutôt. Hein, c'est là où il y a quand même une distinction à introduire du côté de la clinique. Parce que même si tout le monde délire peut-être pas de la même manière. C'est pas la même chose de délirer sur le mode fantasmatique que de délirer sur le mode persécutif ou sur le mode interprétatif. D'ailleurs, d'une certaine façon, c'est une catégorie générale du délire comme la capacité métaphorique. Bon, c'est vrai, enfin, on peut en être à peu près convaincu, même on peut le démontrer cliniquement. Mais ça ne suffit pas, effectivement, parce que ça ne suffit pas à rendre compte de la différence entre le fantasme comme axiome fondateur d'une conception délirante du monde, ou le rêve, qui lui aussi, d'une certaine façon, à la fin de l'enseignement de Lacan, est arraché au sommeil, si je puis dire, pour être le statut, presque le statut fondamental du rapport à la réalité du sujet humain. On rêve tout le temps.